Bonjour à tous, ou plutôt bonjour à ceux et celles qui ont du courant ou des téléphones chargés et qui peuvent donc voir cette vidéo. Je m'appelle Nathalie Yamb et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous reçois dans ma cuisine. Alors là, j'ai un four à micro-ondes. Là, c'est un réfrigérateur. Là, c'est un four électrique. Ici, il y a une cuisinière céramique électrique. Là-bas, il y a un lave-vaisselle. Tous ces appareils fonctionnent avec de l'électricité. Donc le jour où il y a une coupure de courant, je serai bien embêtée. Mais on va dire que dans mon malheur, j'ai de la chance. Là où je suis, depuis que Ouattara m'a expulsée de Côte d'Ivoire, et en attendant d'y revenir, les coupures d'électricité sont inexistantes. Pas comme ce que subissent les habitants d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Parce que Walaï, ce n'est pas chic. Je le sais parce que j'ai eu à en souffrir quand j'ai vécu au Cameroun, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'énergie. L'électricité rend agréable la vie dans les ménages, mais pas seulement. Je vous reçois aujourd'hui dans la cuisine, mais dans chacune des pièces de la maison, elle fait tourner quelque chose. Le chauffe-eau pour la salle de bain, la télé dans le salon, l'ordinateur sur le bureau, le lave-linge dans la buanderie. Grâce à elle, on peut aussi s'éclairer, se rafraîchir, se réchauffer, se déplacer. Les enfants peuvent faire leurs devoirs et réviser le soir et de façon générale, le temps consacré aux activités productives après le coucher du soleil est étendu. L'électricité nous permet aussi de nous former, de nous informer, de communiquer avec nos téléphones, nos laptops, nos tablettes. Elle est également indispensable au fonctionnement des entreprises, qu'elles soient de grosses industries ou des PME-PMI, des hôpitaux, des morgues, de l'administration, la liste est infinie. Une fois qu'on a dit ça, la conclusion est simple. Sans énergie électrique, pas de développement, pas de confort, pas d'industrialisation, pas de prospérité. Il y a une corrélation entre l'accès à l'électricité et le niveau de pauvreté. Les pays les moins électrifiés sont, sans surprise, également ceux où le taux de pauvreté est le plus élevé. Mais bizarrement, les dirigeants les plus incapables de nous approvisionner en électricité sont ceux-là même qui nous promettent émergence et développement à longueur de mandat sans cesse renouvelés. Pourtant, la fourniture d'électricité est une mission de service public pour l'État. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'État lui-même qui doit se transformer en producteur ou en vendeur, mais simplement qu'il doit s'assurer que le service est fourni aux populations, même à travers des opérateurs privés. Nos présidents préfèrent se focaliser sur la préservation des monopoles coloniaux de leurs maîtres et l'annonce de projets gigantesques qui ne voient jamais le jour ou alors très lentement, plutôt que de mettre en œuvre des solutions pragmatiques et plus faciles à réaliser, mais dans lesquelles ils ne pourront pas détourner beaucoup d'argent. Savez-vous par exemple que lorsque l'on construit un gros barrage, chaque mètre cube d'eau qui passe le barrage est facturé? Avant même que cette eau soit transformée en électricité, puis transportée et vendue aux populations, les gars ont déjà rempli leur poche avec ce droit de passage. Ils gagnent leur argent, le reste ne les intéresse pas. La préoccupation n'est pas de donner de l'électricité aux populations, mais plutôt de se faire de l'argent. Si l'objectif était de donner de l'électricité aux populations, il est incompréhensible qu'on ne développe pas plus agressivement le solaire. En RDC, il existe 2 centrales électriques, Enga 1 et Enga 2, qui pourraient approvisionner tout le pays. Mais beaucoup d'engins sont en panne, les pièces de rechange sont manquantes et au lieu d'investir dans l'entretien de l'existant, les gouvernants préfèrent aller se jeter sur le projet de Enga 3, la plus grande centrale du monde, qui leur permettrait d'exporter 7 gigawatts d'électricité sans résoudre le problème de fourniture de courant à ses propres populations qui n'en recevraient que 3 gigawatts. C'est typiquement africain cela. On est toujours en train de produire des choses pour les autres au lieu de nous occuper d'abord de nos marchés intérieurs. On fait ça avec notre agriculture et on fait ça également avec l'énergie. Toi qui n'arrives pas à t'assurer que chaque ménage dans ton pays soit électrifié, c'est toi qui es pressé d'aller vendre à tes voisins. Naweti.
Mon plaidoyer d'aujourd'hui sera pour que nous prenions conscience de l'urgence de la conquête de nos libertés et justice énergétiques et pour la transformation de notre stratégie d'accès à l'électricité pour enfin sortir de l'obscurité et de l'obscurantisme. Premièrement, et ça ne va pas plaire à tout le monde, il faut se décomplexer. Je suis toujours effarée par la propension des Africains à reprendre à leur compte les problèmes des autres et à répéter ce que les autres disent sans regarder si ça les arrange ou pas. J'ai expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière que l'école francophone formait des perroquets et il va falloir que cela change rapidement sinon on est foutu. Je vous mets le lien de la vidéo là pour que vous alliez la regarder à la fin de celle-ci si vous ne l'avez pas déjà fait. Pendant que j'étais à Sochi lors du sommet Russie-Afrique, j'ai assisté à la signature d'une convention d'achat et de construction de centrales nucléaires entre le Rwanda et la Russie. Cela m'a valu des discussions animées avec Peter, un ami du Parti socialiste suisse, qui s'est ému de ce que j'applaudisse cela alors que l'on doit aller vers les énergies propres. L'Europe, même la Chine, mais parlons de l'Occident, s'est développée grâce au charbon. Aujourd'hui que tous leurs habitants, même dans les coins les plus reculés, ont de l'électricité, ces gens se lèvent et viennent nous dire que le charbon c'est pas bien, le charbon c'est sale, le nucléaire c'est dangereux et qu'il faut qu'on passe à tout prix tout de suite aux énergies vertes renouvelables. Ce qui était bon pour vous, qui vous a permis de sortir de l'obscurité et de la pauvreté, ça là, on n'en a plus le droit d'utiliser alors que c'est ce qui n'est pas cher et qui pourrait nous arranger. Les amis, c'est pas eux, c'est nous. Eux, ils peuvent demander, ils peuvent faire, mais est-ce que nous sommes obligés de les suivre en tout et partout? C'est comme ça qu'ils ont diabolisé notre huile de palme pour mieux ouvrir et élargir les marchés à leur huile de colza et de tournesol. Vous voyez, là où on est là, on s'en fout qu'elle soit verte, jaune, rouge, noire, transparente, propre ou sale. Ce dont les Africains ont besoin, c'est de l'électricité. Si le charbon est moins cher, alors faisons du charbon. S'il y a de l'uranium dans votre sous-sol, allez-y pour une centrale nucléaire. Gouvernants, faites des choix pour vos populations, pas pour plaire aux gens du dehors. C'est quand tu es repu là, que tu peux te permettre de dire que la viande là, sa couleur me plaît pas, sa forme me plaît pas, sa cuisson ne me plaît pas. Mais quand tu as faim là, même si c'est comment, même si c'est cru, tu vas manger. Il faut du courant en continu dans toutes les villes et tous les villages d'Afrique. Ça, c'est la base. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur le continent, il faut qu'on puisse avoir de la lumière chez soi, qu'on puisse recharger son téléphone qui permet de faire mobile money et de prendre des nouvelles de la famille et qu'on puisse alimenter la pompe à eau. Donc vraiment, premier point, décomplexons-nous et apprenons à penser et à agir par et pour nous-mêmes. Deuxièmement, il faut s'outiller pour pouvoir tirer le maximum de ce que la nature a mis à notre disposition. Nous avons la grâce d'avoir du soleil, des cours d'eau, de l'uranium, du pétrole, du gaz et même des montagnes d'ordures qui, par incinération ou méthanisation, peuvent produire de l'énergie. Ça n'a pas été mis à notre disposition pour que ça dorme sous nos pieds ou sur nos têtes et que cela soit exploité par d'autres. Profitons-en donc pour développer les filières d'études dans ces domaines. Ingénieur en énergie solaire ou en méthanisation, conseiller technique ou commercial de systèmes solaires ou de biocarburants ou en énergie de façon globale, électricien de maintenance de systèmes photovoltaïques, monteur d'installations solaires, nettoyeur de panneaux solaires, électrotechnicien spécialiste de générateurs, météorologue, technicien d'opération de maintenance de parcs éoliens ou électriques, ingénieur de construction d'éoliennes, agent de distillation et de fermentation, technicien chimiste en biocarburant, chef de chantier, enfin, c'est énorme. Le Sénégal nous donne le bon exemple dans ce domaine qui s'est constitué un répertoire local de professionnels dans le solaire et qui commence dans l'éolien et qui souffre beaucoup moins de délestage et coupures que ses voisins sous-régionaux.
Troisièmement, il faut défiscaliser le solaire pour permettre l'importation, la fabrication, l'achat, l'utilisation sans taxe, non seulement de panneaux solaires photovoltaïques, mais également de capteurs, onduleurs, batteries, chauffe-eau, frigos, ventilateurs, climatiseurs, téléviseurs, kits de pompage, lampes, lampadaires, groupes électrogènes, etc. Cela va permettre de consacrer en priorité l'énergie produite par les centrales thermiques ou hydroélectriques aux gros consommateurs que sont les entreprises et les zones urbaines, sans désavantager les plus petits consommateurs et les zones rurales, car telle devrait être la stratégie. Les réseaux centralisés pour alimenter les industries et les villes, les mini-réseaux autonomes ou les petites centrales pour les petites agglomérations et les installations individuelles pour les populations et villages isolés. Savez-vous qu'au Nigeria, par exemple, les groupes électrogènes fournissent 10 gigawatts d'énergie électrique là où la Compagnie nationale d'électricité n'en fournit que 6? Ma visite au propriétaire d'une entreprise de production d'énergie solaire en Israël, dont la sublime villa dans un quartier de résidence luxueuse sur les hauteurs de la ville de Haïfa était entièrement alimentée par du solaire, m'a convaincu de la pertinence de cette vision. Et puis, quand on voit comment on se précipite pour faire des plantations de cacao, d'EVA, de bananes, et qu'on accorde des exonérations à tout va aux exportateurs, alors pourquoi ne pas encourager les plantations privées de panneaux solaires et accorder des privilèges similaires à celles et ceux qui investissent dans ces fermes et mini-réseaux? Quatrièmement, il faut décentraliser et effectivement libéraliser le secteur. Pas seulement dans la production, mais également pour la distribution. Les compagnies distributrices dans nos pays, confortablement installées dans la sécurité de leur monopole et de leurs concessions qui s'étalent sur plusieurs décennies, n'investissent pas dans l'entretien et le développement du réseau. Il faut impérativement libéraliser la vente et la distribution d'électricité et cesser de rendre le citoyen captif d'une seule entreprise. La concurrence a toujours été bénéfique aux consommateurs. Si ce dernier a le choix entre plusieurs opérateurs, cela contraindra ces derniers non seulement à être compétitifs au niveau des prix, mais également au niveau de la qualité du produit et du service. Un autre corollaire de cette mesure est le fait que cela créera des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs locaux qui pourront donc devenir des acteurs et pourquoi pas des champions du secteur en solo ou grâce à des joint ventures. Et ne venez pas me dire qu'il est obligatoire d'avoir une compagnie nationale d'électricité ou un seul distributeur. C'est faux. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, il n'y a pas de ressources stratégiques pour un pays, mais une gestion stratégique de ses ressources. Il faut arrêter de prendre exemple sur la France, qui elle-même est un pays du tiers-monde européen, et s'inspirer des meilleurs. Regardez l'Allemagne qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a fait de la remunicipalisation du secteur de l'électricité et notamment des services de distribution la colonne vertébrale de l'autogestion locale. Il existe 970 entreprises de distribution et les conseils municipaux ont la latitude de changer d'opérateur au terme d'une concession ou même avant si un référendum communal citoyen en décide ainsi. Et il n'y a pas délestage en Allemagne des... Pour les Occidentaux, l'Afrique ne doit jamais sortir de l'ombre, au propre comme au figuré. En dépit de tout ce qu'ils disent, ils ne vont jamais volontairement nous permettre d'accéder à l'autosuffisance énergétique. Il va falloir qu'on lutte pour y arriver. Et il faut savoir une chose, notre développement va nous coûter plus cher que le développement des Occidentaux leur a coûté. Je m'explique. Souvent, on lit leur bande dessinée, mais on ne comprend pas que c'est leur histoire qu'ils racontent sous une forme ludique. Vous connaissez Lucky Luke, n'est-ce pas? Ça synthétise l'histoire du développement de l'Amérique. Les USA se sont développés grâce au pétrole, entre autres. Mais à l'époque, c'est à la pioche que les gars allaient forer le pétrole. Et c'est souvent des prisonniers qu'on assignait à ce travail. Les Dalton, ça vous parle, non? Si les Américains ont pu devenir des géants du pétrole en piochant des trous, pourquoi est-ce que nous devrions obligatoirement avoir recours aux machines ultra sophistiquées qu'on nous facture à 4 000 $ de l'heure pour exploiter le nôtre?
Je ne dis pas qu'il faut qu'on retourne à l'âge de pierre, mais je dis cherchons ce qui nous arrange et tournons-nous plus vers les Asiatiques qui ont fait montre d'une immense capacité à créer des outils adaptés à leurs besoins et à leurs poches pour se propulser dans le développement. Parlons avec eux, inspirons-nous d'eux, commerçons avec eux et à terme, créons nos propres outils. Nous savions si bien le faire avant que l'esclavage et la colonisation ne viennent nous faire passer de précurseurs à derniers de la classe. Reprenons notre place. Le combat pour notre émancipation est multiforme. Je vous parle régulièrement du pacte colonial qui perdure jusqu'à présent. J'ai eu le plaisir d'entendre l'autre jour l'épouse de l'ex-président tchadien Hissène Habré confirmer ce que nous disons depuis toujours, mais qui nous a trop souvent valu d'être taxés de complotisme alors que les faits et les documents sont là. La France interdit aux pays du Sahel, à ses ex-colonies, d'exploiter leur sous-sol. Le Niger a de l'uranium. Mais si ce n'est pas Areva qui vient l'exploiter pour le mettre à la disposition des populations françaises, alors l'uranium doit rester dans le sol. Le Niger n'a pas le droit de négocier avec un autre pays pour venir construire une centrale nucléaire sur son territoire. Ces pays sont-ils libres de choisir leur politique énergétique? La question est posée. Le néocolonialisme, comme ses ancêtres, se maintient dans nos vies grâce à la destruction de notre histoire et de nos traditions et à la déconstruction structurellement pensée et mise en place de notre système scolaire, éducatif, monétaire, agricole, économique, militaire et bien évidemment énergétique. Aujourd'hui, j'espère vous avoir ouvert les yeux sur les enjeux de ce secteur et vous avoir proposé des solutions aux délestages, pannes et pénuries de courant qui empoisonnent votre quotidien et nous retiennent au fond du trou. Pour arriver à implémenter ces propositions, il va falloir impérativement faire tomber les sous-préfets à la solde de la métropole qui nous gouverne et rompre décisivement avec la France. Nos pays, nos matières premières, nos besoins, nos réseaux. Levons-nous et faisons les bons choix pour mieux nous élever. À bientôt.